L'heure de l'info média du jour, Philippe Vandel, et on parle ce matin de l'affaire Balkany. Oui, vendredi, au terme d'un procès très médiatisé, le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, a été condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale, peine assortie d'un mandat de dépôt, c'est-à-dire que techniquement, il a passé la nuit en prison où il se trouve depuis cette date. C'est une première dans la Ve République. À titre de comparaison, Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget qui traquait la fraude fiscale et qui avait pourtant un compte en Suisse, n'a pas été incarcéré après sa condamnation. Après la condamnation justement des époux Balkany, car son épouse Isabelle a elle aussi été condamnée mais restée libre, notamment pour des raisons de santé, l'avocat Éric Dupond-Moretti a défendu une thèse qui pose question, qui est notre sujet du jour. Patrick Balkany a-t-il été victime d'un acharnement journalistique? Pour en parler, je reçois Mathieu Delahousse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Obs, vous êtes auteur de Cache-Cache, enquête sur l'argent liquide illégal qui circule en France. Notamment, vous parliez de toutes ces affaires. Vous avez suivi le procès Balkany, vous avez écrit dessus. Avec nous également Antoine Vey, avocat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des avocats de Patrick et Isabelle Balkany et vous êtes un collaborateur d'Éric Dupond-Moretti. Alors justement, Éric Dupond-Moretti était samedi sur le plateau de Célébdo, le talk-show présenté par Ali Badou sur France 5. On écoute Éric Dupond-Moretti. Vous savez, dans la gravité de la peine, il y a aussi une forme d'acharnement journalistique. C'était la meute. La meute. Ah, c'était la meute. Attendez, c'est au point où Madame Balkany écrit une très jolie lettre. Je parle sur le plan stylistique parce qu'elle écrit merveilleusement bien. Madame Balkany, elle sait exprimer parfaitement les choses. Elle écrit au juge et elle dit, elle écrit, mais si ça continue, toutes ces violations, je finirai par attenter à mes jours. Ce qu'elle a fait, c'était un moment insupportable. Ça peut pas être la meute. Ça participe de la décision, évidemment, et de sa gravité. Mathieu Delahousse, réaction, vous faites partie de la meute ? On fait partie de la meute parce qu'on suit les actualités judiciaires. Mais la meute n'est pas sauvage, la meute n'est pas inconséquente et la meute a suivi un événement de justice et Antoine Vey, qui est l'associé d'Éric Dupond-Moretti, le connaît très bien. Ce phénomène, c'est que c'est un procès qui s'est joué sur 2 terrains. Et ce que Éric Dupond-Moretti décrit, c'est ce qui s'est passé dans les couloirs. Mais dans la salle d'audience, ça s'est passé de façon extrêmement rigoureuse et la lettre qu'Isabelle Balkany avait écrit et qui a été lue par son mari effectivement au premier jour de son procès. Elle en a écrit une deuxième pour dire pourquoi elle ne pouvait pas venir au tout début du procès, a été lue dans un silence et dans un respect journalistique absolu. Éric Dupond-Moretti, et c'est totalement normal qu'il le fasse pour la défense, met en avant effectivement une forme de sauvagerie médiatique qui a existé dans ce dossier, qui fait partie du déséquilibre, mais il faut observer quelque chose d'intéressant qui se déroule aujourd'hui. Quel est l'équilibre médiatique aujourd'hui, après ce jugement, entre la parole d'Isabelle Balkany et la parole des juges qui l'ont condamnée ou du parquet national financier qui a requis contre elle? Aujourd'hui, toutes les antennes sont ouvertes pour Isabelle Balkany. Elle a le droit de parler comme condamnée, elle a le droit de parler comme femme d'un homme qui est parti en prison, mais en face d'elle, il n'y a en réalité personne. Donc ce déséquilibre que défend à bon droit Éric Dupond-Moretti, il existe, mais il n'est pas que dans un seul sens. Antoine Vey, vous avez entendu ce que vient de dire Mathieu Delahousse. D'une certaine manière, les Balkany ont été, entre guillemets, jugés par la meute. Non, mais il y a dans toutes les affaires, on va dire, fortement médiatisées, parfois des emballements. Ils ont beaucoup de causes. D'abord, l'intérêt du public et l'intérêt de l'opinion publique. Deuxièmement, une forme de concurrence entre la presse, c'est-à-dire que la diversité de la presse conduit à ce que beaucoup de gens soient à la recherche plutôt de l'actualité et du scoop que de l'information de fond. Et même si on peut s'en défendre, il faut aussi voir quelle est la réalité concrète des centaines de personnes qui accourent pour filmer l'entrée de la prison de la Santé, comme si cette image avait un intérêt en termes d'information. Et donc il y a un décalage évidemment entre l'information et, on va dire, le scoop qui pose question quand on parle de justice. Ce qui est véritablement au centre de la réflexion qu'il faut avoir aujourd'hui avec les médias, c'est l'articulation entre la sphère judiciaire qui a son rythme, sa façon de fonctionner, ses règles, et puis ses conséquences, parce qu'on n'est pas en train de parler là d'un mauvais coup de com', on parle quand même normalement de peine de prison, d'amende, de ruine, enfin de choses qui peuvent apparaître comme parfois plus graves qu'un coup de communication. Et puis de l'autre côté, les nécessités de la presse qui ont évolué
et qui font que, par exemple, on diffuse un documentaire ou un reportage sur une affaire en cours pendant le procès, ce qui peut poser énormément de questions. Ça a été le cas dans l'affaire Georges Tron, dans lequel France 2 a été sanctionné par le CSA pour avoir finalement, on veut dire, organisé un procès dans le procès. Mais ça a été encore une fois le cas, et je l'ai constaté dimanche dans l'affaire du Cuba Libre, où en réalité on diffuse un reportage qui est pas à commenter, je veux dire c'est la liberté de la presse, mais qui pose quand même problème à la défense pendant le procès. Et donc il y a toujours cette interaction, à mon avis, mal définie, mal régulée, et entre la presse et la justice, au point que ça devient très difficile de défendre quand on a autour de soi, alors la meute médiatique, c'est une expression connotée, parce que c'est vrai que des fois ça s'assimile un peu à la meute, mais en tout cas le système médiatique. Mathieu Delahousse. Simplement, le cas de Patrick Balkany et d'Isabelle Balkany est très particulier, parce qu'on sait que ça a été une instruction extrêmement difficile. Tout le monde pensait que ce procès n'aurait pas lieu. Il a finalement eu lieu. Tout le monde pensait que finalement, pour des tas de raisons, notamment parce qu'effectivement, il y a eu ces difficultés dramatiques pour Isabelle Balkany, on n'irait pas jusqu'aux fins des audiences. Malgré tout, ce procès a continué jusqu'au bout à se jouer dans la salle d'audience, dans le cabinet des juges et en même temps dans les couloirs. Et Patrick Balkany était le premier acteur de cette stratégie, avec ou non ses avocats. Je ne sais pas si Antoine V pourra le raconter aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il avait des déclarations à la barre qui ont été qualifiées d'insuffisantes et dites indéquates et démenties par les faits, notamment sur l'argent familial. Et en revanche, il sortait dans les couloirs pour faire des déclarations avec autour de lui effectivement la foule des journalistes, aussi la foule du public de Levallois qui était là, pour leur expliquer que ce qui se disait dans la salle au même instant était faux. Et c'est vrai que ce procès en deux salles, c'est toujours joué de cette façon-là. Juste pour réagir à ce que disait Antoine V, d'un mot, est-ce que filmer une voiture qui arrive, c'est de l'acharnement médiatique, ou est-ce que c'est simplement le simple droit à l'information de filmer des images dans un espace public ? C'est une image choc qui n'a aucun sens et qui, je pense, ne correspond pas à l'instant dramatique de l'instant. Parce que moi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de journalistes qui, effectivement, aient plaidé pour l'innocence de Patrick Balkany, qui trouvent que le dossier est vide. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le dossier était plein et que la condamnation n'est pas une vraie surprise. Mais de voir partir un homme en prison, dans aucun système, on ne peut s'en réjouir. Et aller le filmer en courant face à la santé, c'est une méthode qui, forcément, nous, journalistes de la presse judiciaire, nous interroge. Et j'allais dire, un peu sévèrement, gâche presque un peu le métier. Pour la défense de Patrick Balkany, les médias ont voulu se payer le maire de Levallois. On en parle dans l'infomédia du jour avec Philippe Vandel et ses invités, Mathieu Delahousse, grand reporter à l'Obs, et Antoine V, l'un des avocats du couple Balkany, Philippe. Nous avons entendu Éric Dupond-Moretti, l'un des deux avocats du couple Balkany, dénoncer la meute des journalistes qui influeraient sur les décisions de justice. Le jour de l'annonce du verdict, Isabelle Balkany, comme le disait Antoine V, a réagi sur beaucoup d'émissions, sur beaucoup de chaînes, dans beaucoup d'émissions de télé, notamment sur BFM TV chez Ruth Elkrief, et Isabelle Balkany a dénoncé les médias qui ne sont plus des journalistes mais des claviers. On l'écoute. Je suis rentré très vite à la mairie. Il y avait une meute de caméras et de micros voraces. Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des claviers qui font un déferlement indécent de la vie, qui jettent tout le monde en pâture. Mathieu Delahousse, grand reporter à l'Obs, on a l'impression que quand elle dit la meute, c'est un élément de langage, puisqu'il avait déjà été annoncé par ses avocats. Il y a un grand paradoxe quand même dans ce qui se passe, c'est qu'effectivement Isabelle Balkany est suivie sans doute de façon indécente par certaines caméras. J'ai parlé d'un épisode particulier tout à l'heure concernant l'incarcération de son mari. Mais dans quelle affaire a-t-on vu quelqu'un qui est condamné aussi vite se précipiter devant toutes les caméras pour redonner sa version, qui encore une fois est son droit, sans être contredite parfois sur le fond. Moi, je n'ai pas entendu toutes les interventions qu'elle faisait, puisque pour le coup, j'étais à la cafétéria du Palais de Justice. Nous étions en train d'écrire le compte-rendu d'audience pour le site de l'Obs. En même temps, passé sur les caméras et sur toutes les chaînes de télévision, effectivement, Isabelle Balkany qui disait que sa condamnation portait sur des faits anciens, ce qui n'est pas le cas, puisque les derniers faits dans le dossier, c'est 2016, qu'elle n'est pas sur corruption, et effectivement, c'est pas corruption, c'est sur fraude fiscale, et tout ça ne contribuait pas forcément à la clarté du message. Donc, effectivement, elle a sa défense, c'est son droit, c'est une femme politique, mais il y a aussi un jeu médiatique dont elle est une actrice principale. D'un mot, Antoine V, réaction à ce qui vient d'être dit. Ensuite, j'ai une question pour vous.
Moi, ça permet de clarifier déjà un point que Mathieu Delahousse semble avoir ignoré, c'est que le jugement ne remet pas du tout en cause, contrairement à ce qu'il vient de dire, l'origine familiale. Il ne se prononce pas. Et quand on fait référence, je crois, à des faits anciens, ce que veut expliquer Isabelle Patrick Balkany, c'est que l'argent qui a donné lieu à l'éludation de l'impôt était en réalité en Suisse depuis les années 50-60 dans leur explication. Donc c'est effectivement pas des faits qui ont été constitués avant-hier. Bon, l'audience elle a servi à éclairer tous ces faits, on peut pas y revenir en 30 secondes, mais je pense que c'est leur droit aussi Alors, est-ce que c'est utilisé ou d'essayer de gérer en réalité leur communication comme ils l'entendent. Le rapport que vous établissez entre la justice qui n'a pas le droit de communiquer et le prévenu ou le condamné qui lui aurait le droit de le faire, il est faussé. Il y a des communiqués du parquet national financier assez régulièrement, c'est devenu quelque chose d'habituel. Il y a un responsable de la communication au parquet, ce qui n'existait pas avant, et maintenant dans tous les parquets de France, l'enjeu médiatique est devenu quelque chose de très important. Ils vous font passer, vous le savez bien, des briefs qui informent tous les journalistes, à qui on porte une très très grande attention. Je trouve ça plutôt sain d'ailleurs, qu'ensuite le juge n'ait pas à expliquer sa décision au-delà des motivations de son jugement. Il m'apparaît que c'est assez normal et c'est à la presse de le faire. Quand vous dites qu'elle n'a pas été confrontée à certaines choses, c'est la différence entre peut-être un bon et un mauvais journaliste. Je pense qu'il est du devoir de chacun, et encore une fois, tout le monde comprend l'importance que ça peut avoir d'apporter une bonne information, c'est-à-dire, je termine, une information profonde, objective, contradictoire et fondée sur les faits et pas sur le fantasme que X ou Y peut représenter. Antoine Vey, Éric Dupond-Moretti, avec qui vous travaillez, a ajouté: la presse est dans la surenchère des réseaux sociaux. Il a cité Mediapart et un tweet de Fabrice Arfi, qui est journaliste pour Mediapart. Fabrice Arfi qui s'est félicité du fait que, je cite, « justice soit passée ». Pourquoi ce commentaire vous gêne ? Parce qu'en réalité, ce commentaire, il fait écho à d'autres commentaires précédents, notamment lorsqu'il y a eu l'affaire Cahuzac, dans laquelle on a été quand même un petit peu sidéré de voir une presse qui se revendique plutôt progressiste et se réjouir en l'état de l'incarcération de Patrick Balkany, comme à l'époque il trouvait scandaleux que la Cour d'appel ait prononcé une peine aménageable en l'espèce pour Jérôme Cahuzac. Et on trouve que sur ce terrain-là, qui est celui de la prison en réalité, l'idéologie progressiste a complètement perdu du terrain et que personne n'explique plus aujourd'hui pourquoi il faut se réjouir quand quelqu'un exécute sa peine hors de prison. Alors c'est un autre débat, vous allez me dire, mais oui, on a trouvé ça un petit peu étrange pour ces journalistes qui revendiquent des valeurs, de finalement avoir une vision aussi rétrograde de ce débat-là. Et personne, selon nous, peut se réjouir du fait qu'on ait envoyé Patrick Balkany en prison à la suite de cette affaire-là. Éric Dupond-Moretti qui avait qualifié les gens de Mediapart de journalistes militants. Alors après le verdict, la journaliste d'Europe 1 Hélène Terzian s'était rendue devant la mairie de Levallois-Perret dans le sillage d'Isabelle Balkany. Vous avez raison, Mathieu Delahousse. Et beaucoup d'habitants prenaient la défense du maire et attaquaient les médias. C'est pourquoi je vais vous faire entendre cet enregistrement. On écoute. Vous vous demandez pas pourquoi les Levalloisiens les défendent bec et ongle? Mais parce que ça fait des années qu'ils donnent leur vie pour Levallois. Mais la France entière rêve de venir vivre à Levallois. Et mettre un homme de 70 ans en prison, mais c'est n'importe quoi. Il a pas fait ce que les gens l'accusent. Et je pense que vous avez une grande responsabilité parce que vous filmez ce que vous voulez et vous faites penser aux gens des choses qui sont fausses. Question globale, vous allez répondre pour tous vos confrères journalistes. Vous avez une grande responsabilité dans la peine qui a été prononcée à l'encontre de M. Balkany. Pas sur la peine, mais sur la vision, évidemment. Tout le monde sait dans ce dossier qu'il y avait la vision de Levallois et qu'il y a une vision, effectivement, qui est une vision judiciaire, qui est celle de l'ordre commun, de l'ordre républicain, etc. et qui fait que ce sont des choses totalement différentes. Alors moi, je cherchais effectivement sur le jugement, en même temps, la question effectivement de l'argent helvétique qui est évoquée, mais c'est vrai qu'avec Antoine Vey, on ne va pas débattre sur ce point, mais ça fait partie dans pour du avoir côté lu le dossier, j'ai eu l'impression qu'il y avait des carences dans le jugement, donc je ne chercherai pas. Et juste d'un mot simplement, ce procès-là, effectivement, je pense que c'est pas le procès de la presse. La presse a fait son travail, peut-être avec ses excès, mais qui sont ponctuels. En revanche, le procès des réseaux sociaux sur lesquels Isabelle Balkany, et ça a été lu à l'audience, Pierre-Olivier Sûr, l'avocat d'Isabelle Balkany, est même venu avec des liasses entières, des cartons entiers de tweets insultants, antisémites et terrifiants. Ce procès-là, il faut le faire, et effectivement, cette partie-là, elle est indigne pour tout le monde. Mais la presse, je pense, et personnellement, très concrètement, je pense que nous n'avons pas à rougir de notre traitement
du procès Balkany. Si j'ai bien compris, la prochaine étape, c'est demain, mercredi 18. Antoine V, d'un mot, oui, non. Que va-t-il se passer? Vous allez interjeter appel? Nous avons interjeté appel et nous maintenons tout de même que dans la société dans laquelle on vit, il ne faut pas croire que les barrières sont imperméables. Et évidemment, la presse a un rôle, une influence sur la décision de justice, sur la façon dont les choses sont appréhendées. Je vous donne un exemple. Non, parce qu'on n'a plus le temps malheureusement. Alors, je peux pas. Mais quand on ne comprend pas ce que c'est une mise en examen aujourd'hui et que personne ne le tire au clair, c'est vrai que je considère qu'on est mal informé. Eh bien, on sera ravis de vous recevoir à nouveau. Pardon et pour le là-dessus, on se pléonasme. rejoint sur la pédagogie Antoine judiciaire. V, avocat, ouais. Merci Antoine V, l'un des avocats de Patrick et Isabelle Balkany, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Merci à Mathieu Delahousse, grand reporter à l'Obs. À suivre la